Alors bonjour à tous, aujourd'hui je reviens dans cette nouvelle vidéo sur le sujet de la liberté, sujet de la liberté que j'avais déjà traité donc dans une de mes précédentes vidéos, quand j'étais au début de ma chaîne, donc c'était au tout début vraiment. Cette vidéo sur la liberté était davantage orientée sur l'opposition que je vois donc entre le destin et la liberté. Mais je parlais également donc dans cette première vidéo de la notion du libre arbitre, ainsi de ce dont on entend généralement parler par la loi d'attraction, donc de la plupart des bouches sur Internet et de la plupart des personnes qui parlent de la loi d'attraction. Et j'explique donc mon avis là-dessus, mon opinion, et pourquoi je pense que cette loi d'attraction telle qu'on en entend parler généralement est pour moi donc une pure idéologie. Donc voilà. Dans cette vidéo-ci, je ne vais pas retraiter de ces sujets. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, eh bien je vous recommande d'aller voir cette précédente vidéo que je mettrai donc notamment disponible en fin de vidéo pour que vous puissiez tout simplement cliquer dessus pour aller la visionner directement. Dans cette vidéo-ci, je souhaite davantage parler de la notion de liberté de manière un peu plus générale et sous différents angles notamment et contradictions donc. Et je vais donc notamment parler de trois sous-notions en quelque sorte, que sont le vouloir, le pouvoir et le devoir. Donc voilà trois sous-notions qui d'après moi cernent un petit peu cette notion générale que l'on appelle la liberté. Et donc tout d'abord, je dirais que la liberté c'est une notion philosophique qu'il est donc impossible de traiter dans son intégralité dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais adopter ici donc trois angles particuliers pour décrire un petit peu la notion de liberté. Donc on a tout d'abord, comme je l'ai dit, le vouloir, ça va être globalement faire ce que l'on veut. Ensuite, le pouvoir, c'est faire ce que l'on peut. Et le devoir, ça va être faire ce que l'on doit. Donc voilà, je vais détailler successivement bien sûr ces notions. Là, c'est une rapide introduction. Mais je vais donc tout d'abord commencer par définir le mot de la liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Donc on retrouve plusieurs définitions dans le dictionnaire. Et donc tout d'abord, la liberté, c'est l'état de celui ou de ce qui n'est pas soumis à une ou des contraintes externes. Ou encore, c'est les conditions de celui ou de ce qui n'est pas soumis à la puissance contraignante d'autrui. Alors déjà, dans ces deux premières définitions, j'attire vraiment votre attention sur le fait qu'on retrouve vraiment ce dont je parle dans mes vidéos Flammes Jumelles notamment, donc c'est la notion de rejet et de peur de rejet. Donc c'est chez la polarité du féminin, donc on retrouve généralement cette peur de perdre la liberté, comme on l'entend généralement. Et donc ici on retrouve le rejet qui est représenté donc par la puissance contraignante d'autrui. Et donc ici la peur de perdre la liberté va être la peur de perdre la liberté face à une puissance contraignante d'autrui. Donc c'est une peur du rejet. Donc voilà, c'est juste pour préciser ça, qu'on le retrouve même dans la définition. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a d'autres définitions de la liberté. La liberté, c'est aussi le pouvoir qu'a l'homme, vivant à l'état de nature, d'user comme bon lui semble de ses facultés. Mais cela peut également vouloir dire prendre des libertés avec quelque chose, c'est-à-dire ne pas respecter quelque chose, ne pas s'y conformer, l'altérer. Alors ici, on trouve donc une autre notion au niveau de la liberté, ça va être donc l'absence de contrainte. Ici, on nous dit user de nos facultés comme bon nous semble, enfin user comme bon nous semble de nos facultés, c'est pareil, c'est-à-dire en gros que cela va prendre en compte les deux premières notions dont j'ai parlé, c'est-à-dire notre vouloir et notre pouvoir. Mais ici, on voit bien que donc agir de notre propre volonté sur quelque chose ou sur quelqu'un, si on généralise un petit peu la définition, est toujours quelque chose donc d'unilatéral, où il y a inévitablement donc violation de l'autre et donc indirectement donc de sa liberté à lui. C'est ne pas le respecter, ne pas se conformer ou l'altérer, comme il est dit donc dans la définition. Ici, on comprend donc bien que sa propre liberté est toujours exercée au détriment de celle des autres, c'est-à-dire que exercer sa propre liberté peut porter donc un préjudice
donc aux autres personnes. Voilà. Donc ici, en ajout donc de ces définitions que je viens de citer, je rappellerai quand même simplement la définition du destin, donc voilà, qui est ici en opposition avec cette vision absolue de la liberté. Donc le destin, qu'est-ce que c'est? Le destin, on nous dit, c'est une puissance extérieure à la volonté humaine, qui, selon certaines croyances, régirait l'univers en fixant de façon irrévocable le cours des événements. Donc voilà, c'est ça le destin. Ici, on comprend donc bien que d'un côté, on va avoir la liberté, donc, avec le pouvoir d'exercer sa volonté sans contrainte, et de l'autre côté, donc, on va avoir le destin qui constitue donc cette contrainte dont on nous parle. Donc ici, on voit bien l'opposition qui est formée donc entre la liberté, vue de manière absolue, si j'ai envie de dire, juste du point de vue de la définition, la liberté absolue, et d'un autre côté, donc, le destin qui exerce donc ce contrôle extérieur donc, sur la volonté humaine. Donc voilà. Et donc ensuite, pour finir cette définition sur la liberté, on retrouve d'autres définitions qui sont plus spécifiques de la liberté. Ici, je vais citer un exemple. On a par exemple la liberté d'esprit. Donc ici, liberté d'esprit, on va nous dire que c'est l'indépendance de l'esprit à l'égard de la tradition, de l'autorité, des croyances établies, des préjugés ou dispositions de l'esprit qui est délivré de toute préoccupation, de tout embarras. Alors ici, comme précédemment, on retrouve encore une fois une opposition. On a la liberté d'un côté, et de l'autre côté, on va avoir la tradition ou l'autorité. Il y a toujours ici une opposition, une contradiction donc entre d'un côté la liberté, vue de manière absolue, et la liberté qui confronte en quelque sorte une autre partie, ici donc la partie qui va être la tradition ou l'autorité. Donc ici, on voit bien à travers ces définitions de la liberté que je viens de citer, que les deux notions qui sont sous-jacentes principalement donc à cette notion de liberté sont donc le vouloir ou la volonté, et le pouvoir ou la capacité. Autrement dit, la liberté, on peut le résumer dans les deux termes donc, qui suivent, c'est faire ce que l'on veut et faire ce que l'on peut. Je vais donc maintenant détailler un petit peu plus ces deux notions sous-jacentes. Donc tout d'abord le vouloir, qu'est-ce que ça veut dire vouloir? Ça veut dire avoir la ferme intention, le souhait, le désir de faire quelque chose ou d'avoir quelque chose. Et donc dérivé du vouloir, c'est bien sûr la volonté, qui en psychologie décrit donc le pouvoir qu'a l'homme d'accomplir des mouvements et des actes en les contrôlant, c'est-à-dire en fonction d'une représentation consciente et d'une intention préalable de les accomplir, en particulier, donc c'est l'ensemble des forces psychiques qui portent à l'action. Et donc ici, au niveau de ces deux définitions que sont le vouloir et la volonté, on parle donc beaucoup de l'intention, c'est l'intention qui va compter beaucoup ici, et donc je vais également revenir sur cette définition de l'intention. Donc au sens figuré, ici, l'intention au sens figuré, c'est donc l'action de tendre vers un objet, vers une fin. Ou sinon, ça peut également décrire la disposition d'esprit, le mouvement intérieur par lequel une personne se propose, plus ou moins consciemment et plus ou moins fermement, d'atteindre ou d'essayer d'atteindre un but déterminé, indépendamment de sa réalisation qui peut être incertaine, ou des conditions qui peuvent ne pas être précises. Donc voilà pour ce premier terme, le vouloir et la volonté, qui suppose donc une intention ici, mais dont on nous dit qu'il est donc indépendant de la réalisation de l'objet. Car ici, la réalisation de l'objet va donc concerner bien évidemment le pouvoir. Et donc le pouvoir, qu'est-ce que c'est? C'est donc être capable de faire quelque chose. C'est avoir l'autorité, la puissance de faire quelque chose. Et donc ici, on retrouve la notion de capacité dans être capable. Donc la capacité, qu'est-ce que c'est? C'est l'aptitude à faire quelque chose. Et donc ici, l'aptitude, donc qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc l'aptitude, c'est la qualité qui rend possible donc certaines performances.
Donc on voit ici, c'est un petit peu des mots qui se rapprochent, hein, si je puis dire, au niveau de leur sens, mais on comprend bien de quoi il s'agit. Donc ici on comprend bien que le pouvoir que nous avons de faire un certain nombre de choses et qui va nous permettre donc de les accomplir, que donc c'est le pouvoir qui va nous permettre d'accomplir un certain nombre de choses, et que donc nous avons premièrement certaines qualités, qu'elles soient physiques, intellectuelles, sociétales ou professionnelles, etc., qui vont nous octroyer donc certaines aptitudes. Et donc ce sont ces aptitudes qui vont nous octroyer certaines capacités et donc du pouvoir pour accomplir ces actions. Je rappelle également ici que ces capacités ou ces aptitudes proviennent bien évidemment de notre personne, mais également de notre chemin de vie, ou autrement dit donc de notre destin. Autrement dit, ici le destin va conditionner donc nos capacités, soit notre pouvoir d'agir, notre pouvoir d'action, et donc indirectement notre liberté d'action. Ici on retrouve encore une fois donc le destin qui agit ici donc au niveau de notre pouvoir. Et donc jusqu'à là, donc, avec ces deux premiers termes que sont le vouloir et le pouvoir, on peut dire que j'ai décrit la notion de liberté de manière absolue. Qu'est-ce que c'est que la liberté absolue? C'est faire donc ce que l'on veut et faire ce que l'on peut. Les deux réunis ensemble, ça nous donne la liberté absolue. Mais une chose très importante sur laquelle je veux insister ici, c'est que dans cette notion donc de liberté absolue, il n'est absolument pas question de notion de bien ou de mal. Et donc ici je vais prendre quelques exemples pour expliciter un petit peu mon propos, tout simplement. Donc premier exemple, on a une personne donc, qui décide de violer physiquement une autre personne. Et cette personne donc use de sa liberté de le faire, car premièrement, elle le veut, et deuxièmement, elle le peut. Donc elle use de sa liberté pour violer physiquement une autre personne. Un autre exemple, c'est qu'une personne peut décider de cambrioler une autre personne usant de sa liberté. Encore une fois, c'est la même chose, tout simplement parce qu'elle le veut et qu'elle le peut. Une autre personne, dans la même idée, peut décider de tuer une autre personne en usant également de sa liberté, car elle a la capacité de le faire, donc elle a le pouvoir de le faire, et elle a également la volonté de le faire. Donc elle peut le faire, tout simplement. Donc voilà, pour les côtés un peu plus négatifs, si je puis dire, mais d'un autre côté, on peut dire également que une personne peut également décider de sauver toute une famille d'un bâtiment en flammes. Et de cette manière, elle use également de sa liberté de le faire, car elle le veut, et elle le peut d'une certaine façon, ou elle croit qu'elle le peut, donc de toute façon, elle va essayer de le faire. Et également, un deuxième exemple, c'est qu'une personne peut décider donc de réprimer ses envies vis-à-vis d'une autre personne, également grâce à sa liberté de le faire, parce qu'elle va vouloir et pouvoir donc réprimer certaines de ses envies vis-à-vis d'une personne. Donc voilà, c'est un autre exemple donc, de l'illustration de la liberté également. Mais ici, d'après moi, donc la notion fondamentale donc, pour distinguer donc, ces notions de bien et de mal, justement, ça va être bien évidemment le devoir, la troisième sous-notion ici que je veux énoncer avec vous. Alors la notion du devoir, par définition toujours, c'est tout d'abord être tributaire d'une chose dont la morale, l'usage exige que l'on s'acquitte. C'est ensuite une nécessité inéluctable à laquelle le sujet est soumis indépendamment de sa volonté en vertu de l'ordre des choses ou de la pression des circonstances. Ça peut être aussi désigné comme étant une obligation non nécessairement contraignante à laquelle le sujet est et se sent soumis en vertu d'un principe moral ou d'une règle tirée de l'expérience. Et ça peut également désigner donc un impératif de conscience considéré dans sa généralité qui impose à l'homme, sans l'y contraindre nécessairement, d'accomplir ce qui est prescrit en vertu d'une obligation de caractère religieux, moral ou légal. Donc voilà ici des définitions très simples de ce que c'est que le devoir.
Ici, il y a plusieurs notions qui sont à relever, hein. On a tout d'abord, bien sûr, la morale qui ressort, hein, avec l'usage également. On a le fait que ce soit donc quelque chose qui soit indépendant de la volonté. On a la notion de l'ordre des choses, dont je reviendrai un petit peu à la fin de la vidéo, hein, donc sur l'ordre des choses. Et donc ensuite, on a bien sûr le principe moral, l'impératif de conscience. Donc voilà, ça revient un petit peu à la morale également. Et justement, ici, la notion clé de cette définition du devoir, ou de cette notion du devoir, c'est bien évidemment donc la notion de morale. Et donc ici, pour décrire la notion de morale, je suis tout simplement tombé sur la page Wikipédia donc, de la morale, que j'ai trouvée très intéressante et assez complète. Donc je vais tout simplement lire l'introduction de cette définition de la morale qui est donnée sur la page Wikipédia, donc que je mettrai bien évidemment en description. Mais tout ce qui est dit est d'après moi très proche de la réalité et très complet surtout. C'est pour ça que je vais reprendre donc l'intégralité de cette introduction dans cette vidéo. Donc voilà, donc qu'est-ce que ça nous dit? Je vais lire ici, hein, bien sûr. On nous dit la morale, du latin moralis, c'est-à-dire qui est relatif aux mœurs, est une notion qui désigne l'ensemble des règles ou préceptes, obligations ou interdictions relatifs à la conformation de l'action humaine aux mœurs et aux usages d'une société donnée. On nous dit éthique et morale sont étymologiquement proches puisque certains traducteurs de philosophes antiques ont utilisé ces deux termes sans nette distinction. Selon les époques, pour traduire le mot grec éthikos. Néanmoins, pour certains philosophes modernes, la morale se distingue de l'éthique, qui se définit telle une réflexion fondamentale sur laquelle la morale établira ses normes, ses limites et ses devoirs. En s'intéressant à la question du bien et du mal, la morale se distingue de la logique, dont les valeurs sont le vrai et le faux, du droit, dont les valeurs sont le légal et l'illégal, et de l'art également, dont les valeurs sont le beau et le laid, et de l'économie, dont les valeurs sont l'utile et l'inutile. C'est d'après ces valeurs que la morale fixe des principes d'action que l'on appelle les devoirs de l'être humain vis-à-vis de lui-même ou des autres individus, ou de l'ensemble de la société, ou encore d'idéaux plus élevés comme étant la tradition, l'harmonie, la paix, les dieux, etc. Principes qui définissent ce qu'il faut faire et comment agir. Il y a deux formes d'attitude donc contraires à la morale. La première, c'est l'immoralité, qui consiste à transgresser délibérément les règles de la morale, sans pour autant porter de jugement sur celles-ci. Et la seconde, c'est l'amoralité, qui consiste à réfuter ou nier l'existence d'une morale, voire à encourager dans certains cas leur transgression systématique, en séparant les notions d'éthique et celles de mœurs. La morale vise d'une part à la conservation des formes collectives d'organisation sociale, de la société, de l'intérêt général, d'autre part à l'agrément de la vie des individus en société. De même, un même schéma moral est adapté selon chaque culture et société, mais à l'intérieur de ces cultures, différents types de moralité cohabitent ensemble, avec un degré variable de tension. Elle peut renvoyer à l'ensemble des règles de conduite diffuses dans une société donnée. Donc entre parenthèses, politesse, courtoisie, civisme. Ou encore à des préceptes énoncés explicitement par une religion ou une doctrine, donc entre parenthèses, morale religieuse, philosophie morale ou éthique. On dit les règles morales peuvent se diviser en deux groupes. D'une part, les maximes de la morale personnelle, donc entre parenthèses individuelle, et d'autre part, les codes de conduite, ou sinon donc
système de principes, donc voilà, partagés au sein d'une communauté culturelle, religieuse ou civile. Donc entre parenthèses, collectif. Donc ici on a individuel et collectif. Donc on dit les règles morales peuvent être vues comme de simples habitudes qui ont fini par s'imposer à un groupe social, donc entre parenthèses mœurs et coutumes, c'est-à-dire des façons d'agir culturelles acquises, apprises et intégrées par les agents, donc consciemment ou non, qui ont fini par se préciser ou se transformer au cours des siècles, ou au contraire comme des normes absolues, invariables dans le temps, transcendantes, ou d'origine divine ou révélée. De même, elles peuvent être considérées comme relatives, variables selon les peuples et les époques, ou au contraire comme universelles, indépendantes du lieu et de l'époque, et établies par la raison humaine ou exigées par une certaine représentation de l'être humain en général. Donc entre parenthèses, universalisme, droit de l'homme, fermez la parenthèse. Donc on dit également, selon l'approche philosophique, le critère définissant une conduite morale, donc en gros ce qui signifie bien agir, ne sera pas le même. En effet, la valeur morale d'une action, c'est-à-dire le fait qu'elle soit bonne ou mauvaise, peut être définie soit d'après ses conséquences, donc c'est ce qu'on appelle le conséquentisme, l'utilitarisme ou le pragmatisme, c'est-à-dire selon les effets engendrés par cette action, soit d'après sa conformité à des valeurs, donc entre parenthèses, déontologie ou institutionnisme, c'est-à-dire donc selon les intentions ou motivations qui la commandent, donc indépendamment des conséquences. Donc ici, pour conclure, on nous dit l'écrivain Norman Spinrad précisa dans une interview à Metropolis que les conflits moraux étaient moins ceux du bien contre le mal qu'entre des versions différentes et incompatibles du bien, faisant écho tant au vicomte Louis de Bonald, donc il disait il est plus commode de faire son devoir que de le connaître, qu'à Jean-Paul Sartre dans l'existentialisme est un humanisme. Donc voilà, fin de citation de Wikipédia. Donc ici, on a bien compris qu'il s'agit donc de la distinction faite entre le bien et le mal, soit d'un côté ce qu'on va appeler la vertu, et de l'autre côté ce qu'on va appeler le vice. Et donc ici, au niveau de la vertu, donc qu'est-ce que ça signifie? On va nous dire c'est la disposition habituelle, c'est le comportement permanent, la force avec laquelle l'individu se porte volontairement vers le bien, vers son devoir, se conforme à un idéal moral religieux en dépit des obstacles qu'il rencontre. Donc voilà, ça renvoie à la définition de la morale que j'ai donnée précédemment. Et donc ensuite le vice, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr le contraire, ça va être la disposition habituelle à faire ce qui est considéré comme moralement et ou socialement mal. C'est le fait de se conduire d'une manière jugée culturellement comme gravement immorale. Donc voilà. Ici, en conclusion donc de cette partie, je dirais donc que la notion de liberté, vue de manière absolue, réunit donc les concepts de vouloir et de pouvoir, comme je l'ai dit donc précédemment, soit faire ce que l'on veut et faire ce que l'on peut. Et donc c'est ici le concept du devoir, de faire ce que l'on doit, qui est déterminant ici et qui va nous permettre donc de nous diriger au niveau de nos actions vers soit le bien d'un côté, soit le mal d'un côté. Car on a bien compris, d'après ce que j'ai dit précédemment au niveau de la définition de la morale, donc que c'est bien la morale qui va nous permettre de nous orienter soit du côté du bien, soit du côté du mal. Car c'est la morale qui établit donc des normes, des limites et des devoirs. C'est la morale qui définit des principes qui nous disent ce qu'il faut faire et comment agir. Donc comme on a dit, la morale peut être soit individuelle, soit collective.
elle peut être vue de différentes façons, donc selon les époques et selon les cultures, hein, donc principalement. C'est-à-dire que oui, la morale peut évoluer donc en fonction de la culture. C'est quelque chose qui est intrinsèquement lié donc à la culture. Et chose qui est très importante d'après moi à bien retenir, c'est ce qui a été dit à la fin. Hein. Donc on nous dit à la fin, c'est que les conflits moraux étaient, donc d'après l'écrivain Norman Spinrad, hein, étaient moins dus à ceux du bien contre le mal qu'entre des versions différentes et incompatibles du bien. Donc voilà, pour moi ça c'est aussi très fondamental à bien comprendre, hein, d'après moi. Donc voilà. Ici, ce que je veux préciser, c'est que d'après moi, le devoir ne rentre pas complètement donc dans la notion de liberté. Car comme je dis, la liberté, c'est donc le vouloir et le pouvoir, hein, donc la liberté vue de manière absolue. Et donc ici, hein, ce qui va créer l'opposition donc par rapport à cette liberté, justement, hein, ça va être ici le devoir, justement. Hein. Ici, le devoir va être quelque chose qui oriente, quelque chose qui soumet, non quelque chose de libéré. Hein. Le devoir, comme on nous dit, donc dans la définition que j'ai citée, est indépendant de la volonté. Il impose une morale, une certaine conduite, selon un certain impératif de conscience. Le devoir ne parle pas de liberté, mais davantage de discipline personnelle. Et la discipline personnelle, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de s'imposer à soi-même une direction morale. Hein. Et donc tout cela, bien sûr, on nous dit, hein, en vertu de préserver l'ordre des choses. Hein. Et c'est là justement que je vais revenir sur cette notion de l'ordre des choses, dans la dernière partie de cette vidéo. Donc justement, j'aimerais parler de deux notions supplémentaires que sont donc l'ordre et le chaos. Hein. Donc je commence tout d'abord par l'ordre. Qu'est-ce que c'est? Donc l'ordre, c'est caractérisé donc par une disposition, une relation intelligible entre les choses, ou encore une organisation satisfaisante et rationnelle, ou encore de manière plus générale, l'ordre peut désigner donc un état d'harmonie. Hein. Et à l'inverse, donc le chaos désigne le désordre, c'est-à-dire l'absence d'ordre. À ne pas confondre ici le chaos avec donc l'anarchie. Hein. L'anarchie, ça désigne donc l'absence de commandement ou l'absence de hiérarchie. Hein. Il n'y a pas forcément chaos et anarchie qui sont corrélés. Hein. Il peut très bien y avoir anarchie et ordre dans certaines populations, hein, donc voilà, notamment la population des fourmis. Donc là, il n'y a pas de chef chez les fourmis, mais il n'empêche que c'est quand même très ordonné. Voilà. Donc ici, il ne faut pas confondre, je fais bien l'opposition donc entre l'ordre et le chaos, c'est-à-dire le désordre. Donc ici, le rapprochement que je souhaite faire se situe donc au niveau de la notion de liberté absolue que j'ai décrit précédemment, donc, et que donc j'associerai ici donc à la notion de chaos, car en effet, d'après moi, je pense qu'à partir du moment où l'on se base uniquement sur la notion de liberté, donc encore une fois la notion de liberté vue de manière absolue, c'est-à-dire que je mets totalement de côté la notion du devoir, hein, et bien à partir du moment où chacun fait ce qu'il veut, du moment qu'il peut le faire, hein, parce que c'est ça la liberté absolue, eh bien on ne peut aller que dans une société vers le chaos, vers le désordre, où chacun en fera qu'à sa tête en quelque sorte, ne fera que ce que bon lui semble, sans aucun code moral. Hein. A l'inverse, ici, seul le devoir, c'est-à-dire ce que l'on doit, hein, ce qui nous impose donc à travers une morale, peut engendrer l'ordre ici, car seule la morale peut engendrer l'ordre. C'est parce qu'on va s'imposer un code de conduite, c'est parce qu'on va s'imposer certains actes qui vont même parfois aller à l'encontre donc de notre liberté, enfin de notre liberté absolue individuelle, si je puis dire, c'est-à-dire à l'encontre de notre volonté. Seul le devoir va pouvoir créer une société organisée, harmonieuse et donc ordonnée. Hein, donc voilà. Ça pour moi c'est fondamental à comprendre. Hein, donc voilà. Et donc c'est ce qui conclut cette vidéo. Hein. Donc pour conclure cette vidéo, je vais ici citer une citation, donc comme à mon habitude. Hein. Cette citation elle est de Léon Blum. Et donc Léon Blum, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, citation, l'homme libre
est celui qui n'a pas peur d'aller jusqu'au bout de sa pensée. Fin de citation. Donc voilà, je trouvais que c'était plutôt adéquat pour cette vidéo. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir écoutée. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à me donner votre avis en commentaire, à mettre un j'aime si vous l'avez aimé, à la partager également. Et sur ce, en cette fin de vidéo, je rappelle donc à tout le monde, et notamment à ceux qui ne me connaissent pas, que je suis donc thérapeute en biorésonance multidimensionnelle, et que c'est donc une méthode thérapeutique pour vous aider donc dans votre cheminement de retour vers la santé. Donc si vous êtes intéressé, je mets ma playlist ici qui en parle. Je vais mettre donc la précédente vidéo sur la liberté donc en fin de vidéo, comme je l'ai précisé au début de cette vidéo. Et donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie de m'avoir écouté.